Enfin oui, c'était un mec qui était plein de joie et qui était heureux de vivre. Quand on le connaît, c'était un peu l'archétype de l'homme de l'homme gentil. Voilà, Ouais. il était gentil, il y a pas de meilleur mot pour le définir, je pense. Le simple fait qu'il soit là, ça pouvait rendre heureux quelqu'un, ça pouvait lui améliorer sa journée. On a travaillé à peu près avec une quinzaine de vidéos qui étaient issues de 4 sources différentes. Et on est allé chercher des fichiers originaux, ce qui nous a permis d'accéder aux métadonnées et donc à l'heure précise de prise de vue. Et ça nous a permis de reconstituer à peu près l'essentiel de la charge de 4h31 jusqu'à 4h52. Ça nous a permis de révéler plusieurs choses. Déjà, ça nous a permis de révéler que, contrairement à ce qu'avaient dit les autorités, il s'agit bien d'une charge qui a été préparée pour disperser la fête. C'est-à-dire qu'au tout début de la séquence, on voit les policiers un peu à l'écart du sound system, en train de se préparer, équipés en tenue de maintien de l'ordre, et ils vont avancer à partir de ce moment-là vers le sound system, équipés en ligne, à peu près une dizaine, et c'est bien une charge préparée. Ensuite, une fois qu'ils avancent, dès les premiers pas, il y a des fêtards qui les avertissent sur la proximité avec la Loire. Donc ils leur disent attention, il y a la Loire derrière, ils continuent leur avancée, et 2 minutes plus tard, à 4h34, il y a des fêtards qui cette fois-ci les avertissent qu'il y a 2 personnes qui sont tombées dans l'eau. Ils viennent de commencer leur charge depuis 2 minutes. Et pourtant, pendant toute notre séquence de 21 minutes, on va les voir tirer des grenades lacrymogènes vers la foule et vers la Loire. D'abord hier à Nantes où les faits ont eu lieu avec ces brassards, regardez, accrochés au statut de la place Royale où se trouve une fontaine qui déversait hier un liquide rouge sang. Ce procédé qui a d'ailleurs fait des émules puisque aujourd'hui à Toulouse il y avait aussi un rassemblement organisé pour dénoncer les violences policières, là aussi rouge sang sur la fontaine et ironie, eh bien, la manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs rassemblements sont prévus ces prochains jours dans d'autres villes de l'Hexagone. Christophe Castaner et Édouard Philippe, le Premier ministre, qui se sont affichés ensemble à 2 reprises. D'abord hier à Matignon, où sur la toile était critiqué le silence de Christophe Castaner, puisqu'on le voit, c'est Édouard Philippe qui a pris la parole. Nouvelle apparition aujourd'hui, cette fois en Essonne. Christophe Castaner s'est exprimé, cette fois aux côtés toujours d'Édouard Philippe, réitérant la volonté de transparence et de vérité. Une demande de démission aussi de la part de certains internautes, comme celui-ci, qui juge inapproprié le terme attentat qui a été employé aujourd'hui par Christophe Castaner après les dégradations de permanence LREM ce week-end à Perpignan. Il est remis en cause en raison notamment, mais pas seulement, de sa gestion de la crise des Gilets jaunes et plus particulièrement en ce qui concerne les violences policières en marge de ces rassemblements. Le dessinateur Alan Barth, lui aussi, a évoqué cela en reprenant le slogan d'une célèbre marque de lessive des années 80 et n'hésite pas à parler de bavure couverte par le gouvernement dans l'affaire Steve. Il évoque aussi 2 autres affaires. Zineb Redouane, tué par une grenade lacrymogène, c'était à Marseille. Et puis Geneviève Leguet, gravement blessée à Nice. Également le rapport remis par l'IGPN, Anthony.
Effectivement, et c'est via un hashtag qu'il le critique cette version, le hashtag selon l'IGPN, avec très souvent des images de violences policières, des légendes ironiques, parfois absurdes, beaucoup, faut le dire, de second degré aussi. On voit ici, par exemple, cet homme coincé dans son jean slim. Il y a aussi le canon à eau pour finalement être une solution à la canicule, on va dire. Rafraîchir les manifestants. Voilà, rafraîchir les manifestants, exactement. Un massage à l'huile de jojoba pour l'humoriste Guillaume Meurice. Et puis, certaines légendes comme cet internaute. Non, la mère de Bambi n'a pas été tuée par un chasseur, mais victime d'un malaise cardiaque. Et puis, enfin, le dessinateur Fred Sochard, lui aussi, s'est prêté au jeu. Il n'y a aucun lien entre l'iceberg et le naufrage du Titanic, selon l'IGPN, évidemment. Voilà donc. La responsabilité principale de cette mort, et c'est la question à laquelle personne ne veut répondre à l'heure actuelle, c'est qui a donné l'ordre aux policiers d'intervenir à un endroit où il n'y avait aucune nuisance sonore pour les riverains. Donc à partir de là, on nous demande de faire preuve de discernement. Le discernement aurait été de laisser la fête durer 1 heure de plus, effectivement de façon illégale, mais d'un point de vue tranquillité publique et ordre public, cela aurait été beaucoup plus pertinent. À côté de ça, il y a des gens, parce que moi je viens de la région nantaise en plus, donc je vois parfaitement où ça se passe, et j'ai mes cousins qui habitent encore là-bas, ils disent qu'on appelle pour un tapage nocturne, on voit jamais une patrouille de police. Alors là, pour protéger des entrepôts vides et des poissons, il y a eu une intervention. Et malheureusement, le rapport de l'IGPN a été missionné pour faire lumière sur ce qui s'est passé sur le quai Wilson, mais pas sur qui a donné l'ordre d'aller au quai Wilson. Et en fait, toutes les autres questions qui vont se poser, effectivement, mes collègues sont allés sur place pour demander d'arrêter la musique. Effectivement, en face, il y a eu des jets de projectiles contre les policiers, ce qui est inadmissible. Donc, il y a eu intervention de police musclée. Et effectivement, c'est arrivé à un drame. Tout cela aurait été évité si l'ordre n'avait pas été donné. Donc, on peut chercher des responsabilités individuelles à la fin, dans les manifestants, les organisateurs, les policiers. Mais tout ça aurait été évité si la personne qui avait envoyé nos collègues là-bas n'avait pas donné cet ordre complètement incohérent. De la partie municipale, je sais qu'à cet endroit-là se tient régulièrement des événements. Il n'y a jamais eu de drame. Donc après, la coutume fait que, et l'habitude fait qu'il ne s'est jamais rien passé. Après, évidemment, l'endroit peut être dangereux. La Loire, effectivement, est un fleuve dangereux. La municipalité a dû se baser sur les événements précédents pour donner l'autorisation. Je ne suis pas dans la tête de la municipalité nantaise. Après, il y aurait pu avoir d'autres choses. On peut refaire le match après. Mais après, moi, je sais que je vais dans des endroits, par exemple à Belle-Île-en-Mer, passer mes vacances. Il y a toujours une fête sur le port. C'est juste à côté du quai. Ça se passe bien tous les ans. On ne voit pas la municipalité l'interdire parce que justement, ça s'est toujours bien passé. Un drame peut toujours arriver. Mais est-ce qu'il serait arrivé si l'ordre de la police s'il n'avait pas été donné l'ordre à la police d'intervenir? Édouard Philippe et Christophe Castaner ont déclaré qu'en tout cas, en se basant sur le rapport de l'IGPN, il n'y avait aucun lien entre la mort de Steve Canisso et l'action policière. Est-ce qu'on peut croire ce rapport de l'IGPN? Est-ce qu'on peut le croire sur parole? Alors déjà, c'est pas Castaner et Philippe, c'est que Monsieur Philippe qui a pris la parole et qui a laissé Monsieur Castaner derrière lui, montrant bien qu'il fallait pas qu'il parle et que c'était un désaveu marqué en disant voilà, tu seras bien pour aller t'occuper des casernes et inaugurer les trucs qui ne servent à rien. Par contre, les sujets importants, on en a marre que tu balances des fake news toutes les 5 minutes. Donc c'est Édouard Philippe qui a pris la parole. Ensuite, le rapport de l'IGPN, est-ce qu'on peut le croire? Moi, j'ai envie de dire, je fais confiance à mes collègues. Après, les choses qui a marqué dedans, surtout, déjà, on a qu'un rapport partiel. Il manque quand même plus de 200 pages. Donc pour se faire une idée complète, on ne l'a pas. Mais sur les 10 pages qui sont parues, on ne sait pas si Steve était présent ou pas. Donc on ne dit pas que l'intervention de la police a provoqué ou pas provoqué. On dit qu'on ne sait pas à l'heure actuelle ce qui a provoqué ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui sont tombés dans la Loire lors de l'intervention de la police. Qu'effectivement, il y a eu des jets de projectiles. L'intervention a été nécessaire. Que mes collègues ne peuvent pas être mis en cause d'un point de vue légal, oui. Parce qu'effectivement, ils ont réagi à une agression. Mais tout ça, on en revient toujours à la question qui a donné l'ordre à nos collègues d'intervenir. C'est le plus mauvais ministre de l'Intérieur qu'on ait eu, parce qu'en fait, malheureusement, quand c'est une situation un petit peu compliquée avec terrorisme, des suicides, le mouvement des Gilets jaunes à gérer, on ne met pas le capitaine de la croisière Samus pour diriger le ministère de l'Intérieur, on met quelqu'un qui a les épaules pour le faire, ce qui n'est pas le cas. Et une fois qu'on s'est vu qu'il y avait une erreur de casting, on change son fusil d'épaule, on dit excusez-nous, on s'est trompé, on met quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas le cas. On maintient M. Castaner, on ne sait toujours pas pourquoi. La seule chose qu'on fait, on le désavoue de temps en temps, mais le lendemain, on lui renouvelle sa confiance. Donc on ne sait pas trop où on va, on navigue à vue et on n'est même pas sûr de savoir où M. Castaner va. Voilà, il n'y a pas de ligne définie, qu'on soit pour ou d'accord, on ne sait pas où il va. Sur son bilan, c'est une gestion catastrophique du maintien de l'ordre sur les mouvements des Gilets jaunes. En France, le droit de manifester est une liberté fondamentale. Ici, il s'est servi de la police pour réprimer un mouvement, alors que normalement, on encadre le mouvement pour justement ça se passe bien et qu'après, il y a un débat politique, ce qui a été empêché. Il a couvert les agressions sexuelles d'un médecin police dans l'Est de la France, qui a été condamné depuis par la justice. Pour les 10 premières affaires, 12 sont encore à suivre. Nous avons également 56 suicides depuis sa prise de fonction, un record pour un ministre de l'Intérieur en 9 mois. Sa seule mesure a été de mettre une ligne de téléphone SOS Amitié 24 h sur 24 et relayée par un directeur de la police nationale qui propose des barbecues. Je veux dire, on est complètement déconnecté pendant que la direction de France Télécom
elle avait été démise de ses fonctions pour 19 suicides et ils sont jugés en correctionnel avec des réquisitions du procureur maximales. Donc en fait, on ne comprend pas tout ce bilan catastrophique. Dans la communication, de façon générale, il y a les fake news, la salpêtrière, des mensonges à répétition. Pour Nantes, mais pourquoi les moyens de la police n'ont pas été déployés ? Quelles que soient les responsabilités de Steve, etc. C'est un être humain, une famille qui a perdu un enfant. La moindre des choses, c'est de tout mettre en œuvre pour le retrouver. Et après, l'enquête fera son travail. Mais il y a des familles qui n'ont rien fait, qui sont juste endeuillées. Donc ce ministre, en fait, est à côté de sa plaque. La même chose, il nous a dit qu'il allait recruter des policiers. Mais le concours est tellement... n'attire pas les personnes qui ont le niveau pour le passer, qu'à chaque fois, il y en a des gens qui ne sont... On a 200 postes non pourvus encore cette année. Les chiffres de délinquance continuent d'être truqués et falsifié pour des primes, pour une bonne communication gouvernementale. Donc on a l'impression d'avoir quelqu'un qui est complètement incohérent. Et le pire de l'histoire, c'était la petite cerise sur le gâteau, parce que c'est un fait anodin mais important pour les policiers, c'est que pendant que nos collègues assuraient du maintien de l'ordre sur le mouvement des Gilets jaunes sur Paris avec des gens qui étaient là violents en fin de journée, il était en train de faire la fête en auto. Il a dit « laissez-moi tranquille, c'est ma vie privée ». Et à côté de ça, c'est le premier ministre de l'Intérieur qui sanctionne un syndicaliste pour son mandat syndical. Voilà, c'est moi, parce que je suis noté 6 sur 7. Et même les syndicalistes d'Alliance se sont enlevés de ce conseil de discipline. Nous ne voulons pas participer à cette mascarade. Donc il y a un problème beaucoup plus large que ce qu'on peut dénoncer, ce que d'autres syndicats peuvent dénoncer. Même des syndicats plutôt conciliants avec le ministre n'en peuvent plus de ce ministre qui fait tout et n'importe quoi. 56 suicides depuis la nomination de Christophe Castaner. Bon, évidemment, on va peut-être pas forcément faire un lien de corrélation directe, mais 56 suicides, c'est énorme. C'est dû à quoi, selon vous, à la crise des Gilets jaunes, à l'épuisement, à la mauvaise image, en tout cas, qu'ont les forces de l'ordre vis-à-vis de la population depuis cette crise des Gilets jaunes? C'est dû à quoi? En fait, le mouvement des Gilets jaunes a amplifié tous les problèmes qu'il y avait dans la police. C'est-à-dire que suite au mouvement des Gilets jaunes, les ordres supplémentaires ont continué de s'accumuler de façon exponentielle. Nous avons encore eu des ordres complètement aberrants dans lesquels nos collègues ne se reconnaissent pas. Ils sont entrés par conviction pour protéger la veuve et l'orphelin, pour caricaturer. On leur demande pas ça, on leur demande de remplir des tableaux statistiques. Avec les heures supplémentaires, je vais donner un exemple. C'est un collègue qui heureusement ne s'est pas suicidé, mais qui était tombé dans l'alcoolisme pour expliquer la démarche. À cause des heures supplémentaires, il a eu des soucis dans son couple. Il a dû divorcer. Voilà, il a eu la garde de son fils un week-end et un mercredi sur 2. Son cycle de travail lui permettait de l'assurer. Pour évoluer professionnellement, à un poste qui l'intéressait plus, il a dû changer de cycle de travail. Par contre, l'administration lui a promis qu'au bout de 3 ou 4 mois, il retrouverait son ancien cycle de travail. Parce que lui, pour sa priorité, c'était son fils. Au bout de 4 mois, il est retourné voir sa hiérarchie et il a dit écoutez, voilà, moi j'ai fait comme vous m'avez dit, j'étais prêt à sacrifier 4 mois de ma vie personnelle, mais maintenant, je voudrais qu'on tienne l'accord. Vous avez un écrit de notre part? Bah non, j'ai votre parole. Ah bah on va vous laisser alors dans le cycle de travail que vous avez. Résultat, juste avant Noël, il avait réussi à avoir ses vacances de Noël pour être avec son fils une semaine. Son fils l'appelle et lui dit papa, ça fait 8 mois que je t'ai pas vu, je veux plus jamais te voir. Et notre collègue est tombé dans l'alcoolisme suite à ça. L'administration a voulu le sanctionner en disant voilà, c'est un sale alcoolique, etc. On l'a défendu. Finalement, on est remonté à la cause. Oui, c'est un problème personnel, mais qu'est-ce qui a engendré initialement tous ces problèmes? Le travail. Voilà. Après, nos collègues donc, qui peuvent vivre des situations comme ça, peuvent être brisés, peuvent être tombés en dépression dans l'alcoolisme. Certains se réfugient dans le travail. Et le jour où ils voient que le travail les a trahis, parce que ce n'est plus les convictions qu'ils défendent, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de vie familiale, plus de vie privée, ils n'avaient plus que la police. Et quand ils voient que la police les trahit, un moment de désespoir, ils se suicident. Et ce mouvement des Gilets jaunes a amplifié tout ça parce que ça a été de façon exponentielle. Donc c'est pas de la faute du mouvement des Gilets jaunes. Ça a été encore plus révélateur du malaise dans la police. Et à la tête de la police, nous n'avions pas quelqu'un de responsable qui a été capable de prendre les mesures nécessaires, enfin, pour mettre fin à cette désorganisation catastrophique. La prochaine fois, on sera classé à l'ONU, je ne sais pas entre quel pays et quel pays. Là, on est entre le Mozambique, Haïti et le Venezuela, donc je ne sais pas où on va terminer. Au niveau de la liberté de la presse, on est aussi très bas, donc je ne sais pas où on va terminer sur tous les listings d'une démocratie normalement républicaine dont la France se glosse d'être le leader. Pour les policiers, tous les policiers qui ont des convictions malheureusement se suicident à l'appel, tombent en burn-out, font des dépressions, d'autres démissionnent. Il y a une vague de démissions importante dans la police nationale. Le niveau de recrutement est au rabais. On prend à 8 de moyenne en ayant baissé le niveau du concours pour avoir des gens malléables. Donc on se dirige vers une police qui sera plus basée sur les textes de Vichy plutôt que sur la déclaration des droits de l'homme. D'ailleurs, M. Valls avait déjà commencé à enfoncer le coin dans le nouveau code de déontologie qui reprend des dispositions du code de la fonction publique de Vichy, signé par la plupart des syndicats majoritaires. Donc du coup, ça va aller très mal. Et en fait, ce qu'on entend et ce qui est problématique, c'est que beaucoup de politiques, et y compris de la majorité, disent que la première des libertés, c'est la sécurité. Non, la sécurité n'est pas une liberté. La sécurité permet les autres libertés. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Nous sommes d'accord. Mais en même, ce n'est pas une liberté. Et à force de jouer la sécurité et de limiter les libertés au nom de la sécurité, on inverse le processus.